Eh bien bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce mardi soir, ce mardi 2 juin. C'est Noël Clément qui présente le Market Inside. Hier, il n'y en a pas eu avec le lundi de Pentecôte, c'est exceptionnel, mais tout rentre dans l'ordre. À partir de maintenant, vous avez en incrustation le rappel légal. Je vous laisse le regarder et après on déroule sur les actifs que nous allons traiter. Alors, vous avez donc par la suite ici, on l'enlève et on va directement démarrer sur le VIX. Le VOLIX, donc c'est un indice qui est traité sur la plateforme Xstation, XTB, qui reprend d'une façon très fidèle ce que représente l'indice VIX, qui est l'indice de volatilité implicite, qui est aussi communément appelé l'indice de la peur, puisque à partir du moment donc où cet indice eh bien monte, donc progresse, vers le haut, il est contraire à rien. Généralement, donc les indices, eux, baissent. Alors, côté fondamental, ce que nous avons pu voir, c'est que il n'y a pas eu grand-chose donc comme statistique aujourd'hui, sauf ce soir, il va y avoir les stocks de pétrole selon l'API. Sinon, du point de vue des craintes et des peurs que nous avons du côté sino-américain, eh bien, rien n'est vraiment donc pris en compte. Euh, cette inquiétude, elle est présente, c'est vrai, mais elle n'est pas du tout validée puisque le marché donc a une confiance phénoménale dans son pouvoir justement donc de continuer à monter d'une façon inexorable. Et du point de vue donc des manifestations, là aussi il y a donc de quoi être inquiété. C'est vrai que nous voyons donc beaucoup de villes aux États-Unis donc en feu. Maintenant, de la même manière, rien n'est vraiment acté. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu justement ce qui s'est passé pendant janvier-février quand le marché montait et faisait fi de toutes les nouvelles négatives. Et bien là, c'est un peu pareil, puisque en réalité, nous voyons donc un marché, puisque nous voyons ici donc je passe directement sur le S&P, qui monte et qui pourrait donc laisser croire que eh bien l'économie est revenue euh, sans aucun problème, la vie réelle est rentrée dans l'ordre, tout va bien. Et en réalité, donc, ce qui se passe, c'est que dans les semaines et les mois qui vont venir, nous allons donc rentrer dans des récessions absolument donc incroyables, importantes, profondes, de l'ordre de 11% pour la France ou pour donc voilà, aux États-Unis c'est pareil. Donc là, ce que va représenter en définitive la bourse n'a rien à voir avec la vie réelle. Ce n'est que le fait qu'elle traduit le flux de liquidité qui a été déversé sur le marché et qui est donc pricé, mais en aucun cas c'est un baromètre qui permet de mesurer dans quel état donc notre vie réelle se trouve. Alors, euh, autre chose donc au niveau donc du fondamental, je crois que l'important c'est quoi? C'est que Trump vendredi a parlé, il n'a pas dit grand-chose et qu'il n'a pas pris non plus de moyens de rétorsion contre la Chine. En cela, c'était une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs pour ça que donc les marchés ont décalé. D'ailleurs, à ce propos, au niveau du décalage, nous avons donc un DAX qui progresse d'une façon très importante puisqu'il y a une 3,75%, donc à 12 021,28. Alors ça ne veut pas dire que par rapport au CAC qui lui ne monte que de entre guillemets 2,02%, à 4858,97. Ça ne veut pas dire qu'il a surperformé, c'est tout simplement parce que hier, le marché était fermé pour le DAX. Le lundi de Pentecôte n'était pas donc un jour ouvré. Donc il rattrape, c'est un effet de rattrapage, hein, c'est par rapport donc à la clôture de vendredi. Donc voilà déjà pour les marchés donc européens et nous allons commencer directement donc par le VIX. Alors, ce que nous avons pu voir justement sur le VIX, c'est que il était donc inscrit à l'intérieur d'un biseau descendant et pour les personnes nouvelles qui débutent dans le trading, eh bien, les biseaux descendants, comme vous pouvez voir ici, donc je l'épaissis de cette manière-là, voilà. Eh bien, c'est plutôt à connotation haussière. Quand nous voyons ce type de structure, de biseau, de dessin, eh bien, l'idée donc c'est de voir donc plutôt les prix sortir par le haut. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que lorsque l'on prend donc des oscillateurs, comme nous voyons donc en dessous, vous avez déjà pu le voir, ça s'appelle donc pour celui-ci, il y en a plein, il y en a des centaines. Il s'agit du MACD, le Moving Average Convergence Divergence. Eh bien, lorsque on prend donc, ces plus bas, ces creux, on voit que les creux sont de moins en moins bas.
Et pourtant, normalement, il devrait représenter les prix du VIX, c'est-à-dire que le VIX, lui, fait des prix avec des bas de plus en plus bas. Et normalement, il devrait l'accompagner. Et quand il n'y a pas cet accompagnement-là, c'est-à-dire que les prix baissent, et donc qui est traduit souvent par ces droites, et sur l'oscillateur, les prix montent, et bien à ce moment-là, nous appelons ça une divergence haussière. Quand c'est l'inverse, à la baisse, c'est une divergence baissière. On verra ça tout à l'heure. Eh bien, en H4, puisque c'est l'unité de temps que l'on voit ici, eh bien, ce fameux VIX, lui, est en train de traduire que potentiellement, il a une possibilité de pouvoir donc sortir par le haut. Et là, ce que je vais rajouter, mais j'avais déjà fait donc la dernière fois, donc on va le refaire l'espace d'un instant, c'est pour montrer que le côté contrarien, lorsque nous avons ici le S&P qui est en bleu, que je l'ai mis en comparaison, qui monte, qui atteint maintenant donc les 3050 points, hein, eh bien, nous avons donc comparativement un VIX, celui qui descend. Donc, on voit que quand il descend, ça veut dire que la peur baisse et donc la confiance dans le S&P progresse et donc du coup on achète. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que à partir du moment où, et là je vais reculer donc dans le temps, c'est que en réalité, si je prends mon cercle ici et que je le ramène à une période et en prenant là où on est, et je le ramène donc à une période qui est aux alentours donc du mois de décembre, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire à ce moment-là, ici. Eh bien, on vérifie, hein, donc c'était bien donc voilà le 4 décembre 2019. C'est pas si loin. Nous avions donc des prix donc sur le S&P qui étaient aux alentours des 3050, 3100, avec un VIX, celui qui était aux alentours des 15, 16 à peu près. Et là donc on se retrouve dans la même configuration. Donc normalement nous devrions avoir un VIX qui devrait être à nouveau dans les 15-16. Et pourtant non. On a un VIX qui lui donc il est environ à 29-30. Là aussi, à ce point de vue-là, il crée également une situation de divergence, puisque nous avons donc des prix qui sont arrivés quasiment au même niveau que le mois de décembre 2019, alors que le VIX, comparativement, bien globalement, donc il est environ 50% plus haut, ce qui n'est absolument pas normal. Donc ici, je vais enlever. Et donc il y a des tas d'indices comme ça qui montrent justement le marché donc n'est pas sain, loin de là. Loin de là, puisque lorsque l'on regarde ce fameux biseau, et là j'en redessine un autre en bleu cette fois-ci, eh bien nous pouvons voir qu'à partir du moment où nous sommes sortis par le haut de ce bison en rouge, nous sommes revenus donc dessus. Nous avons vu également pour les personnes débutantes, on avait abordé ce sujet-là sur les autres Market Insights depuis une semaine. Eh bien, regardez, on vient s'appuyer donc sur quelque chose qui servait de résistance, ici en rouge. On se cognait donc sur cette oblique, puisqu'on n'arrivait pas à la passer. Ici. À partir du moment où on la passe avec une façon vraiment motivée, avec beaucoup de violence dans les chandeliers, et après on vient s'appuyer dessus. Eh bien, à partir du moment où nous venons donc de faire ce fameux backtest et que nous venons aussi donc de construire une nouvelle structure en biseau descendant, qui elle aussi est à connotation haussière, eh bien alors que l'on est en H4, là maintenant je vais passer en H1, c'est-à-dire en ourli, en données donc 60 minutes. Et si je reprends mon fameux biseau, et si je reprends également donc celui qui était en bleu, que j'enlève, que je redessine maintenant toujours avec le MACD, puisqu'il est toujours un excellent thermomètre, hein, c'est si on veut donc savoir si on a de la température, on prend un thermomètre, même si en apparence donc nous allons bien, les yeux sont parfois trompeurs, mais le thermomètre lui dit la vérité. Eh bien là c'est pareil. Nous avons donc un oscillateur, le MACD, qui lui nous dit la vérité, puisque nous voyons que à ce niveau-là, eh bien, nous avons donc un oscillateur MACD qui fait des bas de moins en moins bas, alors que vous avez donc un VIX qui lui fait des bas de plus en plus bas, qui est aussi donc le renfort justement de ce biseau descendant. Nous en avons deux. Alors, normalement, bien sûr, nous devrions donc avoir donc une sortie concomitante qui serait donc un croisement sur le MACD au niveau de son signal. Il devrait repasser au-dessus de zéro. Nous devrions avoir un franchissement du biseau, un franchissement de la moyenne mobile et également, si on reprend donc les bulles Bollinger que vous avez déjà pu voir, une bulle qui pourrait se créer ici
à cet endroit-là, et donc partir donc comme une excroissance, comme nous l'avons connu ici. Voilà, nous avons une bulle de chaos. Donc vous avez donc la bande Bollinger supérieure qui monte, l'inférieure qui descend, et là nous pourrions avoir donc la même chose ici. Premier objectif que nous pourrions donc viser, donc il est à 37,43. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'était une recommandation qui avait été faite, qui était que si on passe au-dessus de 31,38, il est probable que nous ayons justement cette explosion haussière. Et la première cible donc devrait se situer donc à peu près donc à ce niveau-là. Et la deuxième, elle, aux alentours des 42. Mais on n'en est pas là. On va passer donc sur le S&P. La première approche sur le VIX est faite. Le S&P justement lui permet de calculer le VIX. Hein, c'est du S&P que l'on calcule le VIX. Et on peut le regarder de plusieurs façons. Quand on regarde le S&P ici en H4, pour reprendre donc la même genèse, eh bien nous avons aussi de la même manière l'oscillateur, le MACD, et nous pouvons voir que déjà, chose très positive, malgré donc cette hausse hein, qui est peut-être un peu timorée sur la fin, nous avons des moyennes mobiles qui elles sont revenues donc très fortement en hausse, alors qu'elles étaient en baisse, elles ont été aplaties, elles étaient en baisse ici, elles ont été aplaties, elles passent en hausse, plus un croisement entre la moyenne mobile à 144 périodes et à 377. Donc, on pourrait même imaginer que cette ligne de coût, qui est d'ailleurs même presque une inspiration, donc qui revient du Nasdaq, puisque le Nasdaq, lui, également, se cogne sur son oblique supérieur. D'ailleurs, c'est une belle aubaine, puisque ça permet à chaque fois de vendre cette partie haute et donc de racheter la bande Bollinger inférieure. On a pu faire comme ça plusieurs trades avec le client XTB. Eh bien, ici, nous pourrions requalifier donc cette structure en épaule inversée, en tête inversée et en épaule inversée. Pour les haussiers, ici, ils ont une structure qui est haussière. Maintenant, si on regarde ça d'un autre point de vue, et si on requalifie justement donc en biseau, et là pour le coup, ici c'est un biseau ascendant. Le biseau ascendant, lui, il a connotation baissière. Et si on requalifie également donc au niveau de la structure sur le MACD, eh bien nous pouvons voir justement, on l'avait déjà dessiné, c'est qu'ici nous avions donc une divergence baissière. Qu'est-ce que c'est? C'est pareil. Nous avons ici un MACD qui fait un point haut, mais il fait des points, des sommets de moins en moins hauts, alors que les prix, eux, ici, font des sommets de plus en plus hauts. Là aussi, nous avons une divergence baissière. Alors, voilà, il y a deux écoles. Une qui permet de donner des arguments pour la hausse, puisque ici, nous avons des moyennes mobiles qui plaident en ce sens, avec une structure potentielle en épaule tête épaule inversée qui permettrait donc de sortir par le haut. Et puis une autre également, donc qui pourrait donc, avec justement cette structure en biseau et ces divergences baissières, plutôt sortir par le bas. Mon avis, puisque je me mouille par rapport donc à sentiment que j'ai sur ce marché, fait que normalement on devrait donc baisser. Alors pas non plus pour aller rechercher les plus bas, pour aller rechercher les 2000 points, non, bien évidemment que non. Mais par contre revenir plutôt dans cette zone, c'est-à-dire celle des 2008, 2009. Et donc, autant que nous avons pu aplatir ces moyennes mobiles qui étaient à la baisse, et après les passer haussières, nous pouvons à nouveau les aplatir, pour après donc trouver peut-être un directionnel qui, lui, ne serait peut-être pas si haussier que cela. Allez, on va passer sur l'euro GBP. L'euro GBP, donc, si j'en passe parce que c'est assez intéressant, d'après moi, de mon point de vue, c'est que il y avait eu deux recommandations qui avaient été faites dessus. Une le 4 mai et une le 27 mai. Une le 4 mai, donc les clients XTB donc l'ont sur le site. Ce n'est que pour les personnes qui sont clientes, bien évidemment. Donc, elles ont bénéficié justement donc d'un achat qui avait été proposé donc à 88 129 ici, à peu près. Il fallait donc dégager donc à la hausse, créer donc et donc l'un des arguments c'était donc de créer une bulle Bollinger qui a été faite, hein, puisque là on voit ici que la partie basse descend, la partie haute monte. Et la première cible donc était à 88 90 à peu près, donc à peu près à ce niveau-là. Et la deuxième était à 90 165. Donc pile poil, pas pile poil, au niveau donc de la zone de résistance qui était donc symbolisée en rouge. Et le 27 mai, une autre proposition donc avait été faite aussi, qui était donc de repasser justement à l'achat sur une zone qui, du moins, qui était plutôt à la vente, pardon, qui était plutôt donc une zone qui était à 90-68, une zone entre 90-68 et 89-70. Ce qui avait été proposé au client, c'était justement donc de garder les deux,
c'est-à-dire de garder celui qui était à l'achat puisqu'on n'avait pas atteint la deuxième cible, la première était atteinte mais pas la deuxième, et de, en même temps, prendre l'autre trade donc en short. Donc, pour le coup, donc c'était assez stérile en quelque sorte. Mais en réalité, ça permettait donc de sortir la dernière position donc à l'achat. Elle a été atteinte justement en venant donc chercher donc la cible à 90, 165 et en rentrant donc sur la zone donc 90, 68, 89, 70. Donc cette zone-là, donc c'était celle-ci. Vous la voyez d'ailleurs à l'écran puisque c'est celle qui reste là. Donc c'est celle qui est en cours. Et la première cible qui était donc proposée, c'était à 88 834, c'est celle-là. Et la deuxième, elle est à 87 585. Alors pourquoi on en parle? C'est parce que tout simplement donc le trade n'est pas terminé, donc on peut encore en profiter. Parce qu'on peut donc très bien donc maintenant revenir donc sur la deuxième cible. Profiter donc du fait que nous ayons donc ce rejet donc contre cette résistance, que l'on ait également une fermeture des bandes Bollinger, puisque là on voit très bien que maintenant qu'elles arrêtent de diverger, elles convergent même. Donc ça veut dire que pour la partie haussière, il est très probable que ce soit fini. Au contraire, nous avons donc plutôt donc un rush baissier qui est probable également qu'il est en cours. Maintenant, la convergence des bandes Bollinger pourrait donc permettre d'avoir ici une dérive latérale qui pourrait osciller entre 89,6 et 88,8. Et puis après, donc, revenir chercher donc des moyennes mobiles qui sont globalement plates, donc qui n'ont pas vraiment de soutien, qui sont vraiment n'ont pas de tendance, et justement revenir plutôt dans la zone des 87,5. La suite, mais là c'est pour du moyen terme, aux alentours de 6 mois, d'ici la fin de l'année, deuxième semestre, c'est plutôt donc de venir chercher les 82, 83, plutôt que d'aller chercher les 90, 257. Dans tous les cas, donc dans le dernier trade qui a été proposé le 27 mai, il y a un stop loss qui est à 91, qui doit normalement protéger le capital. Mais dans tous les cas, ici, les clients XTB ont déjà profité donc de cette première cible, puisque le conseil généralement donc c'est de sortir la moitié ou deux tiers et de délaisser donc le dernier tiers pour aller chercher donc le dernier objectif. Voilà, donc j'en fais pas plus. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Protégez-vous au travers des stop loss, puisque c'est ça qui va vous permettre de conserver votre capital. Dites-vous aussi que vos stop loss ne fonctionnent d'une façon sûre et certaine que pendant la séance, pas hors séance. Et pour reprendre le cas du CAC, eh bien lui il ferme à 22 heures. Et si à un moment donné vous mettez un stop loss qui doit être déclenché à 22h30, 23h parce que les cours donc se mettent soit à dévisser parce que vous êtes à l'achat, ou soit à monter parce que vous êtes à la vente. Dans tous les cas, les stop loss ne fonctionneront qu'à 8 heures du matin. Il est très probable qu'ils ne fonctionnent pas au prix où vous l'aurez mis. Donc faites attention à cela. Donc si vous n'êtes pas sûr et certain de pouvoir sortir, diminuez votre levier, quitte à rentrer le lendemain. De toute façon, donc on n'est jamais donc pénalisé en étant trop prudent. Merci, bonne soirée, au revoir et à demain. Au revoir.